L'été 1944. La Normandie n'était plus qu'un vaste labyrinthe de haies, de boue et de carcasses brûlées. Sous un ciel gris, les équipages de Panzer roulaient vers l'ouest, confiants, presque arrogants. Dans leurs conversations étouffées par le grondement des moteurs Maybach, un nom revenait souvent, le Sherman. Leur ton? Moqueur. Ces boîtes d'allumettes américaines, riait un sous-officier du 2 SS Panzer. Il les appelle même Tommy Cooker des cuisinières à soldats. Et il n'avait pas tout à fait tort. Son blindage inclin et offrait une certaine chance, mais face aux obus allemands, c'était souvent une loterie meurtrière. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Les Allemands avaient appris à reconnaître ce son, le sifflement d'un obus de Panzer, suivi d'un impact sec et d'une explosion en flammes. Dans leur carnet, ils notaient « Encore un Sherman détruit. 3 coups, 3 feux. » Rien ne semblait pouvoir inverser la tendance. Jusqu'à ce que, dans le silence d'un atelier britannique, on assemble un canon bien trop grand pour la tourelle du Sherman, le 17 Pounder, un monstre de 76 d'eux-mêmes, capable de perforer 150 mm d'acier à plus d'1 kilomètre. Les ingénieurs l'appelaient Firefly Luciole, un nom presque ironique, petite, discrète, mais brûlant plus fort que tout ce qui volait la nuit. Les premiers exemplaires apparurent discrètement parmi les unités alliées avant le débarquement. Aux yeux des Allemands, impossible de les distinguer d'un Sherman ordinaire. Même silhouette, même tourelle, quoique légèrement modifiée. Et pourtant, à l'intérieur, tout avait changé. Les artilleurs alliés recevaient l'ordre. Tenez le feu, laissez-les approcher. Attendez le moment. Pendant ce temps, les équipages de Panzer continuaient à rire. Ils pensaient que la guerre en Normandie n'était qu'un jeu de chasse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un nouveau prédateur s'était glissé dans les haies. Un char qu'ils croyaient connaître, mais qui, désormais, pouvait tuer un tigre. L'aube se levait sur la plaine de Tilly-sur-Seul. Une brume lourde rampait encore entre les haies normandes, imprégnant le sol d'une odeur d'huile, de métal et de terre humide. Dans une clairière étroite, 4 Sherman britanniques attendaient en silence. Parmi eux, un Firefly. Le commandant de char, le lieutenant David Brooks, observait le lointain à travers ses jumelles. À ses côtés, le chargeur tenait une obus de 17 Pounder, une flèche d'acier presque aussi grande que lui. La voix de Brooks se fit basse, presque un murmure. « Gardez la tête froide, les gars. Ils vont venir par la route, comme toujours. » À quelques kilomètres au nord, une colonne allemande avançait. Un Panther en tête, flanqué d'un Panzerkar et d'un véhicule d'infanterie. Les équipages fumaient tranquillement, confiants. Depuis plusieurs jours, leurs obus perçaient sans peine les blindés alliés. Ils savaient à quoi s'attendre. Un duel bref, à leur avantage. Le moteur du Firefly ronronnait à peine. Dans la tourelle, l'équipage retenait sa respiration. Les minutes s'étiraient. Seuls les cigales osaient briser le silence. Puis, au loin, un grondement familier, le rugissement profond des moteurs Maybach. Le chef de char leva un poing. Contact. 3 chars allemands, direction sud-est. Les silhouettes sombres apparurent entre les haies. À cette distance, 1000 mètres à peine, on distinguait déjà la croix noire peinte sur la tourelle du Panther. Un tir bien ajusté pouvait suffire. Mais il ne fallait pas manquer. La survie du Firefly tenait à un seul obus. Charge. Perforant. Chargé. Feu. Le recul secoua toute la caisse. Un éclair jaillit du canon, fendant la brume comme un coup de tonnerre. L'obus de 17 Pounder frappa le Panther juste sous la tourelle. Une gerbe d'étincelles, un souffle, puis une flamme vive s'éleva. Le commandant allemand n'eut que le temps de comprendre. Le Panther, réputé invincible, venait d'être percé de part en part. Les survivants sortirent en feu, titubant dans les haies. Pour les équipages allemands, c'était l'incompréhension totale. « Was ist das? Un Sherman a fait ça. » Le chargeur britannique glissa un nouvel obus. « Cible suivante,
Panzerkarte à 2 heures. Feu! Le deuxième tir traversa le Panzerpoort comme du papier. Un panache noir monta vers le ciel. Les chars allemands encore valides battirent en retraite, aveuglés par la fumée et la panique. Le lieutenant Brooks se contenta d'un murmure. Ils ne se moqueront plus jamais de nous. À l'arrière, dans un petit poste de commandement, le lieutenant Schneider du 503 bataillon de chars lourds reçut le rapport avec stupeur. 2 panzers détruits par un Sherman. Impossible. Il vérifia les coordonnées, la météo, le type d'obus, rien ne collait avec les performances connues de l'adversaire. Un Sherman ne peut pas faire ça. Peut être un nouveau modèle, Herr Lieutenant. S'il peut percer 150 mm à 1000 mètres, nous avons un problème. Cette phrase, notée dans son carnet, deviendrait prophétique. En quelques jours, la rumeur se répandit le long du front. Un Sherman spécial, capable de tuer un Tiger à longue distance, circulait parmi les rangs alliés. Les Allemands ne savaient pas comment l'appeler. Certains disaient Super Sherman, d'autres Todesfeuer, le feu de la mort. Les équipages commencèrent à hésiter avant chaque engagement. Ils cherchaient différence. Un canon plus long, une silhouette légèrement modifiée. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Mais le Firefly était rusé. Peint de la même couleur, parfois avec un tube camouflé, il se fondait parfaitement parmi ses frères. Ainsi, chaque Sherman devenait soudain une menace potentielle. L'arme psychologique était née. Avril 1945, nord de l'Allemagne. La boue du printemps collait aux chenilles d'acier, et l'air portait cette odeur métallique de guerre finissante fumée, huile et pluie. Dans un champ ravagé près de Celle, un char Panther Ausf, gisait immobilisé, sa tourelle fendue en deux par un impact net, propre, presque chirurgical. L'obus de ce 26 mm avait pénétré le blindage frontal à plus d'1 kilomètre de distance. Pour le lieutenant Kurt Schneider, officier de char au sein de la 116e Panzerdivision Windhund, c'était un choc qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir du duel blindé. Pendant des mois, on lui avait répété que le Sherman allié était un cercueil ambulant, une proie facile pour le canon de 75 mm Quaka-42 de son Panther. Et pourtant, sous ses yeux, ce qui semblait impossible venait de se produire. Un simple char britannique, modifié et surnommé Firefly, venait de neutraliser son chef de section à une distance que les manuels allemands jugeaient hors de portée efficace. Le coup avait frappé à travers le mantelet de canon, pénétrant l'intérieur en un éclair incandescent. Le chef de char, l'Oberfeld-Webel Krüger, n'avait même pas eu le temps de comprendre. Son casque reposait maintenant dans la boue, brûlé à moitié. Schneider observait la plaie dans l'acier, un trou net, sans bavure, d'à peine 7 cm de diamètre, mais dont l'impact symbolique était immense. Dans les jours qui suivirent, alors que son unité reculait vers le nord sous la pression combinée des British Guards Armored Division et des Canadiens 4A Armored, les conversations dans les half-tracks changeaient de ton. Là où autrefois régnaient arrogance et blagues faciles sur les Sherman lampions, on entendait désormais des murmures sur ce nouveau canon anglais. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un prototype isolé, d'autres d'un modèle américain capturé et modifié. Peu savaient que le Sherman Firefly était désormais l'arme anti-char la plus redoutée du front de l'Ouest. Schneider, curieux et perfectionniste, tenta de comprendre. Dans un hangar abandonné à Hanovre, il mit la main sur un dossier technique abandonné par une unité de maintenance britannique. Le document, taché de graisse, décrivait un canon 76.2 mm QF-17 Pounder, capable de percer 150 mm de blindage à 1000 mètres avec des obus APC-BC ou sabots à haute vitesse. Les chiffres étaient clairs. Les mathématiques de la guerre venaient de changer. Ce n'était plus une question de courage, mais de physique. Le Panther, jadis symbole de supériorité technique, reposait sur une illusion de domination durable. Son canon long, son blindage incliné,
sa vitesse en terrain découvert autant d'arguments qui semblaient rendre invincible tout équipage allemand. Mais désormais, l'ennemi pouvait frapper avant même que la lunette allemande ne détecte un mouvement. Le choc moral fut immense. Les équipages allemands, déjà épuisés par les bombardements et les pénuries, perdaient un dernier pilier de confiance, la croyance en leur machine. Le Firefly n'était pas qu'un char, c'était la matérialisation du renversement industriel et intellectuel de la guerre. À mesure que les unités allemandes reculaient vers la Weser, la rumeur prenait des allures de légende, un Sherman capable de tuer un Tiger de face. Certains riaient encore, d'autres gardaient le silence. Mais la peur, elle, s'était installée. Un soir, près de Nienburg, Schneider retrouva son camarade Hermann Weiss, un vétéran de Kursk. Autour d'un feu de fortune, Weiss parla d'un duel qu'il avait vu 2 jours plus tôt. Un Tiger Ver détruit à plus de 800 mètres, touché de face. Ce n'était pas un canon de 75, Kurt. Le jet de flamme était plus long, plus blanc. Schneider resta silencieux. On se moquait d'eux, continua Weiss. On disait que leurs chars brûlaient dès qu'on les touchait. Mais maintenant, c'est nous qui brûlons. À Berlin, le haut commandement refusait de croire ces récits. Dans un rapport du Heereswaffenamt daté de mars 1945, un officier technique notait « Les rapports de blindés alliés équipés de canons de 10 à 7 livres doivent être considérés comme exagérés jusqu'à confirmation visuelle. Aucun char Sherman standard ne possède la puissance nécessaire pour percer le Panther frontalement au-delà de 800 mètres. » Mais sur le terrain, les faits contredisaient les papiers. Les Firefly se cachaient dans les haies normandes, utilisant leurs canons plus longs comme piège visuel. Les équipages britanniques avaient appris à les dissimuler parmi les Sherman standards, en peignant parfois le dernier quart du tube en blanc pour tromper les observateurs ennemis. Quand un Panther avançait, convaincu d'avoir affaire à un Sherman ordinaire, il découvrait trop tard la vérité. Les tactiques avaient évolué. Frapper d'abord, viser le point faible, se replier. Les équipages britanniques, souvent sous, équipés face au Tiger, avaient développé une discipline froide et méthodique. Leurs canons, conçus à l'origine pour la défense anti-aérienne, s'étaient transformés en l'arme terrestre la plus redoutée du front de l'Ouest. Pendant ce temps, Schneider observait la lente désagrégation de son monde. Les convois de munitions manquaient d'essence, les transmissions tombaient en panne, et la foi en la victoire avait disparu. Seule la peur demeurait peur d'être repéré, peur d'être le prochain à subir cette frappe invisible. Au crépuscule du 10 avril 1945, près de Celle, Schneider vit pour la première fois un Firefly intact. Abandonné par son équipage après une embuscade ratée, il gisait sur le flanc d'une route, ses chenilles tordues. Les soldats allemands s'en approchèrent prudemment. L'intérieur sentait la poudre et le caoutchouc brûlé. Sur la paroi de la tourelle, une inscription à la craie « Fortoniken, 1944 ». Schneider monta dans la tourelle. Devant lui, la culasse massive du canon de 10 à 7 livres dominait l'espace, son mécanisme propre, huilé, sans enjeu. Il comprit alors que la guerre n'était plus une question de bravoure ou d'idéologie. Elle appartenait à ceux qui savaient transformer la science en supériorité mécanique. Il effleura le levier de tir et murmura pour lui-même « Voilà ce qu'ils appellent le progrès ». Le lendemain, les Panthers de la 116e division furent encerclés par des forces canadiennes près de Lüneburg. Schneider fit saborder son char avant la reddition. Mai 1945. La capitulation venait d'être signée et le silence qui suivit la guerre sembla plus assourdissant que les canons eux-mêmes. Pour Kurt Schneider, l'ancien lieutenant de Panther, la paix n'avait rien d'un soulagement. C'était une absence, un vide où le bruit des obus continuait de résonner dans la mémoire. Il avait survécu, mais tout ce en quoi il croyait s'était effondré. Le Reich, les divisions blindées, la certitude de combattre pour une supériorité technique et morale, tout cela avait disparu comme la fumée au-dessus des ruines de Hanovre. Dans les camps de prisonniers britanniques, les anciens tankistes parlaient encore, par habitude, de blindage, de portée, de calibre, mais leur ton avait changé. Ce n'était plus l'arrogance du front, mais la nostalgie d'un monde révolu. À Fallingbostel, où il fut interné pendant l'été, Schneider partageait sa baraque avec d'anciens servants de Tiger. L'un d'eux,
le Feldwebel Heinrich Adler, prétendait avoir détruit un Firefly d'un seul tir près de Nijmegen. Pourtant, même lui admettait que le rapport de force avait basculé. Ce canon britannique, disait-il en haussant les épaules, n'aurait jamais dû exister. Trop long, trop puissant pour un Sherman. Et pourtant, ils l'ont fait marcher. Schneider l'écoutait en silence. Il savait que ce trop puissant résumait à lui seul la défaite allemande. Les Alliés avaient rendu possible l'improbable. L'automne suivant, lorsque les prisonniers furent transférés vers des camps plus au nord, un officier britannique passa parmi eux avec un appareil photo et un carnet. Il collectait des témoignages pour un rapport sur les doctrines blindées allemandes. Lorsque son tour vint, Schneider parla calmement, presque mécaniquement. Il expliqua les formations, les ordres de feu, la coordination radio, et puis, à la fin, il évoqua le Firefly. L'officier, un capitaine écossais nommé Peter Halliday, nota quelques mots et demanda « Vous le craignez vraiment ?» Schneider hésita. Puis il répondit sans détour « Nous craignons ce qu'il représentait. » Halliday releva les yeux. « Et qu'est-ce qu'il représentait, selon vous ?» La fin de notre supériorité, l'instant où nous avons compris que même la précision allemande ne pouvait plus compenser la masse et l'ingéniosité alliées. Le capitaine rangea son carnet et hocha la tête, sans triomphe. C'est ce que la plupart de vos camarades disent aussi. Ce soir-là, dans la baraque glaciale, Schneider écrivit dans un vieux carnet récupéré dans un dépôt. Nous avions construit nos chars comme des forteresses, persuadés que la peur de nos canons suffirait à tenir l'ennemi à distance. Mais la guerre n'a pas peur. Elle s'adapte. Elle apprend. Et quand elle apprend plus vite que vous, vous mourrez. Les années passèrent. Libéré en 1948, Schneider entra dans une Allemagne en ruine, divisée, silencieuse. Les usines de chars avaient disparu, remplacées par des ruines et des entrepôts vides. Le mot Panzer lui-même semblait appartenir à un autre siècle. Pourtant, les rumeurs circulaient déjà. L'Angleterre conservait plusieurs Firefly capturés, les exposant dans des musées militaires. Par curiosité plus que par nostalgie, Schneider entreprit un jour de les revoir. En 1956, il se rendit à Bovington Camp, dans le Dorset britannique, alors que la RFA venait tout juste de rejoindre l'OTAN. Le musée venait d'ouvrir au public sa collection de chars de la Seconde Guerre mondiale. Et là, au milieu d'une salle aux murs d'acier et de poussière, il le vit. Le Firefly, le même canon long, le même tube élancé, qui, 10 ans plus tôt, avait transpercé la tourelle de Krüger. La peinture verte, écaillée, portait encore la trace des combats, une plaque indiquait Sherman Firefly VC 17-pounder gun, 1944. Used by British and Canadian Armored Forces in Northwest Europe. Il resta là longtemps, immobile. Les visiteurs passaient, photographiaient, commentaient, lui observaient la culasse, la visée, la soudure du mantelet. Tout semblait simple, presque rudimentaire, et pourtant, ce mécanisme contenait la clé d'une révolution. Un conservateur, un vieil homme aimable en uniforme kaki, s'approcha. « Vous semblez fasciné, monsieur. » Schneider répondit en anglais hésitant. « J'ai connu ce canon. » De l'autre côté, le vieil homme haussa les sourcils. « Alors vous savez à quel point il a changé la donne. » Schneider hocha la tête. « Oui, et à quel point il a changé les hommes. » Ce soir-là, dans sa chambre d'auberge, il écrivit de nouveau. « Je crois que le Firefly n'a pas seulement percé notre blindage, il a percé notre certitude. Nous pensions être les ingénieurs du siècle, mais ils ont prouvé que l'ingéniosité ne connaît pas de drapeau. » Pendant les décennies suivantes, Schneider mena une vie discrète. Il travailla comme mécanicien, puis comme enseignant en dessin industriel. Ses élèves ignoraient presque tout de son passé, sauf quelques-uns qui, intrigués par son accent précis et sa manière de parler des métaux, devinaient un passé militaire. Parfois, lorsqu'ils étudiaient les alliages ou la résistance des matériaux, il évoquait sans nommer la guerre. Le problème, disait-il, ce n'est pas de fabriquer une machine parfaite, c'est de croire qu'elle le restera. Un jour, en 1977, il reçut une lettre.
L'expéditeur, Peter Halliday, le capitaine écossais devenu historien militaire. Il préparait un ouvrage sur l'évolution des chars alliés et souhaitait citer le témoignage d'un ancien officier allemand. La lettre se terminait ainsi. « Nous avons tous été trompés, chacun à notre manière. Vous par la foi en votre technique, nous par la peur de la vôtre. Peut être qu'à la fin, le Firefly n'a percé ni acier ni chair, mais l'illusion que la guerre se gagne par la machine seule. » Schneider relut ces mots plusieurs fois. Il comprit alors que, pour l'autre camp aussi, la peur avait eu un visage, celui de ces panthères, de leur silhouette noire au lever du jour. L'hiver de 1978 fut rude à Hambourg. Dans son petit appartement au 3e étage, Kurt Schneider regardait la neige tomber sur les docks. Cargos étrangers entraient et sortaient du port librement, transportant les produits d'une Allemagne renaissante. Mais dans sa tête, les images de 1944 restaient intactes. Il avait lu et relu la lettre de Halliday jusqu'à en user le papier. Ces mots, d'une honnêteté rare, avaient agi comme un miroir. Pour la première fois, il comprenait que la peur, la fierté et l'illusion n'étaient pas des privilèges allemands, elles avaient existé des deux côtés du viseur. Il décida alors de répondre. Sa lettre, rédigée dans un anglais hésitant, commençait ainsi. « Captain Halliday, you once asked me what the Firefly represented to us. I have thought about it for 30 years. It represented the moment when we realized that courage without humility leads only to ashes. » Halliday lui répondait quelques mois plus tard. Il l'invita à participer à une conférence internationale sur les blindés, prévue à Londres l'année suivante. Schneider hésita longtemps, il ne se voyait pas, lui, ancien officier de la Wehrmacht, parler devant des vétérans alliés. Mais quelque chose en lui voulait comprendre. Comprendre comment un simple canon avait pu inverser le destin d'une guerre. La conférence se tint à Whitehall, dans un amphithéâtre rempli d'officiers à la retraite, d'historiens et de jeunes cadets curieux. Sur scène, un Firefly miniature trônait sur un piédestal, symbole du sujet du jour. The Evolution of Armored Warfare, From Fear to Function. Quand vint le tour de Schneider, un silence lourd tomba dans la salle. Il posa ses lunettes, consulta ses notes, puis parla d'une voix posée. « Je ne suis pas ici pour défendre un passé. Je suis ici pour le comprendre. » Il expliqua comment l'armée allemande, fascinée par la perfection mécanique, avait fini par confondre la performance et la victoire. Comment les Tiger et Panther, chefs d'œuvre d'ingénierie, s'étaient lentement transformés en symboles de lenteur et de vulnérabilité stratégique. Et comment, face à eux, un simple Sherman modifié avait suffi à renverser l'équilibre. Ce n'était pas seulement un canon, dit-il, c'était une idée. Qu'on pouvait améliorer l'ordinaire au lieu de rêver l'inaccessible. Un murmure parcourut la salle. Halliday, assis au premier rang, souriait doucement. Après la conférence, un jeune lieutenant britannique vint le voir. « Monsieur Schneider, dit-il, j'ai toujours cru que la guerre se gagnait avec la technologie. Vous m'avez fait douter. » Schneider hocha la tête. « La technologie est une arme, mais sans humilité, elle devient une illusion. » Ce soir-là, Halliday invita Schneider dans un pub non loin de Westminster. Les deux hommes parlèrent longtemps, comme des compagnons d'armes séparés par le destin. Halliday raconta comment, en 1944, son propre char avait été immobilisé près de Caen par un panthère. Il se souvenait encore du sifflement du projectile, de l'impact et du silence après l'explosion. Ce jour-là, dit-il, j'ai compris que la guerre n'était pas une question de haine, mais de vitesse. Celui qui apprend plus vite survit. Schneider leva son verre. Et celui qui comprend plus tard écrit l'histoire. Ils burent à la mémoire des morts des deux camps. Les années suivantes, Schneider devint malgré lui une référence pour les chercheurs. Ses lettres et conférences furent citées dans plusieurs ouvrages universitaires sur la psychologie du combattant mécanisé. Mais lui restait discret. Il refusait de donner des interviews télévisées, craignant que la mémoire ne soit transformée en spectacle. Pour lui, la guerre devait rester une leçon, pas une légende. En 1984, à l'occasion du 40e anniversaire du débarquement, il reçut une nouvelle invitation, cette fois-ci en Normandie. Un musée local avait restauré un Sherman Firefly, retrouvé dans une grange près de Caen.
Les organisateurs souhaitaient que d'anciens soldats, allemands et britanniques, assistent à l'inauguration. Schneider accepta. Quand il arriva sur place, il fut frappé par le calme du paysage. Là où autrefois tonnaient les canons, il n'y avait plus que des champs verts, des enfants à vélo et le vent sur les blés. Le Firefly restauré trônait sous un hangar vitré, immobile comme un monument. Un vétéran britannique s'approcha, boitant légèrement. « Vous êtes l'Allemand dont on parle dans le livre de Halliday ?» Schneider sourit. « Je le crains. »« Alors, bienvenue. Vous savez, on a toujours voulu voir vos Tigers. » Schneider rit faiblement. « Et nous, vos Firefly ?» Les deux hommes échangèrent une poignée de main. C'était plus qu'un geste. C'était la fermeture d'une plaie vieille de 40 ans. Certains vétérans avaient apporté des photos, d'autres des morceaux de métal qu'ils avaient conservés comme talismans. Schneider observa la table des visages jadis ennemis, aujourd'hui paisibles, unis par la mémoire. Il comprit soudain que le véritable triomphe du Firefly n'était pas d'avoir percé le blindage du Panther, mais d'avoir percé la haine du temps. Le lendemain, avant de repartir, il fit un détour par la plage de Sword Beach. Le vent soufflait fort, soulevant le sable comme un voile. Il ferma les yeux et crut entendre encore le grondement des moteurs, les ordres criés, le claquement des chenilles. Puis tout s'effaça. Il sortit de sa poche un petit éclat d'acier, vestige de la bataille qu'il gardait depuis 1944. Il le jeta doucement dans la mer. « Que cela reste là, dit-il à voix basse, là où la folie s'est tue. » De retour en Allemagne, il se consacra à la rédaction de ses mémoires. Le manuscrit s'intitulait « Feu et acier, leçon d'un tankiste ». Mais il ne le publia jamais. Il laissa simplement un mot sur la première page. Pour ceux qui croient que la guerre se gagne. En vérité, elle ne se termine jamais, elle change seulement de forme. L'année 1994 marquait le 50e anniversaire du débarquement. Les journaux européens publiaient des dossiers commémoratifs, les télévisions rediffusaient les films d'époque et les survivants étaient invités à raconter leurs souvenirs. Kurt Schneider, désormais âgé de 78 ans, observait ce regain de mémoire avec une certaine appréhension. Il savait combien la mémoire collective pouvait embellir la guerre. Chaque génération, pensait-il, la repeignait selon ses besoins. Héroïsme pour les uns, repentance pour les autres, divertissement pour beaucoup. Il vivait désormais dans une petite maison au bord de l'Elbe, entouré d'outils, de livres et de silence. Ses mains tremblaient parfois, mais son esprit restait vif. Il recevait encore des lettres d'historiens, de jeunes étudiants et même de passionnés de blindés qui avaient découvert ces rares conférences. Tous posaient la même question. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez compris que votre char n'était plus invincible? Il répondait toujours de la même façon. Rien, d'abord, puis, tout à la fois. La peur, la honte et le soulagement d'être redevenu un simple homme. À l'été 1995, un jeune historien allemand, Erich Lange, vint lui rendre visite. Il préparait une thèse sur la transformation morale des soldats après la guerre. « Herr Schneider, dit-il en installant son magnétophone, vous étiez officier de Panzer, quand avez-vous cessé de croire en la victoire ?» Schneider réfléchit longuement avant de répondre. « Pas quand nous avons perdu des batailles, pas même quand Berlin brûlait. Mais le jour où j'ai vu, à travers ma lunette, un Sherman qui ne fuyait plus. Celui-là avait un canon trop long pour un simple Sherman. Et j'ai compris que quelque chose avait changé. Ce fut le début de la fin. » Lange hocha la tête, fasciné. « Vous pensez souvent à ce Firefly ?»« Oui, parce qu'il n'était pas seulement une arme. Il était la preuve qu'une idée peut inverser la peur. » Quelques mois plus tard, Schneider reçut une invitation inattendue. Le musée de Bovington l'invitait à l'inauguration d'une nouvelle aile dédiée aux tactiques de coopération interalliée. Le Firefly qu'il avait vu autrefois y serait à nouveau exposé, cette fois côte à côte avec un Panther restauré. Le symbolisme était évident.
2 machines, jadis ennemies, désormais immobiles et muettes, racontant la même histoire depuis 2 angles. Malgré son âge, Schneider accepta le voyage, le train traversa la mer du Nord, puis la campagne anglaise. Chaque gare semblait chargée d'histoire. Chaque visage portait l'ombre de générations ayant entendu le grondement de la guerre. Arrivé à Bovington, il fut accueilli par un jeune conservateur enthousiaste. « C'est un honneur, Herr Schneider. Nous avons lu vos écrits. Vous êtes la mémoire vivante de cette époque. » Schneider répondit avec un sourire fatigué. « La mémoire n'est vivante que si elle sert à éviter de recommencer. » Dans la grande halle du musée, les 2 chars se faisaient face. Le Panther, majestueux, lourd, superbe et en face, le Firefly, sobre, presque modeste. Schneider s'approcha lentement, effleurant la tourelle du Panther du bout des doigts, comme on touche une cicatrice ancienne. Puis il se tourna vers le Firefly. « Tu as gagné », murmura-t-il en allemand. « Mais ta victoire nous a libérés d'une illusion. » Le conservateur, intrigué, lui demanda « Que dites-vous, monsieur ? Je dis qu'il y a des défaités, qui sauvent plus d'âmes que des victoires. » Le soir même, au dîner commémoratif, plusieurs vétérans britanniques étaient présents. Certains reconnurent son nom. Un ancien commandant canadien s'approcha de lui, verre à la main. « Vous étiez à Falaise, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Moi aussi. Nous étions sur 2 routes opposées, mais la même poussière nous collait au visage. » Ils rirent doucement, presque gênés. Puis le Canadien leva son verre. « À la poussière, alors. Elle recouvre tout, même la haine. » Schneider répondit. « Et parfois, elle protège les graines de la paix. » Quand il rentra en Allemagne, il tomba malade. Les médecins parlèrent d'un cœur fatigué, d'une usure naturelle. Lui, au fond, savait que le temps faisait simplement son œuvre. Il passa ses derniers mois à relire son carnet de guerre, celui qu'il avait commencé dans le camp de Fallingbostel. Les premières pages étaient pleines de chiffres. Distances, vitesse, pénétration, calibre. Les dernières ne contenaient que des réflexions. Nous avons appris à percer l'acier, pas à comprendre les hommes. Chaque victoire mécanique crée une défaite morale, si elle nous éloigne de l'humilité. Le Firefly n'a pas détruit l'Allemagne. Il a détruit notre foi en l'invincibilité. Une nuit d'avril 1996, Schneider s'éteignit dans son sommeil. Sur sa table de chevet, les secours trouvèrent une photo noir et blanc. Lui, jeune, debout près de son panthère, un soleil d'été brillant sur sa casquette. Au dos, une phrase en anglais, écrite de sa main. « He who learns too late learns forever. » Celui qui apprend trop tard apprend pour toujours. Peu de monde, quelques anciens camarades, un drapeau plié. Mais, dans un geste inattendu, Hallyday, aujourd'hui très âgé, envoya une couronne de fleurs blanches accompagnée d'un mot. « To the man who, Jean de Doncier, understood the Firefly better than anyone else. » Les années passèrent. Le manuscrit de Schneider fut découvert par son neveu et publié à titre posthume. Contre toute attente, il connut un grand succès. Les lecteurs y voyaient moins le récit d'un soldat que celui d'un homme confronté à la vérité de son siècle. Des passages furent étudiés dans les écoles militaires européennes. Une phrase, en particulier, devint célèbre. Le progrès n'est pas ce que la guerre invente, mais ce que la paix retient. En 2014, pour le 70e anniversaire du débarquement, le musée de Caen inaugura une salle baptisée Salle Schneider-Hallyday. Sur un mur, 2 portraits faisaient face, celui du capitaine britannique et celui de l'officier allemand. Entre eux, gravés dans l'acier, ces lignes, 2 ennemis qui ont compris que la guerre finit quand on commence à écouter. Sous la plaque, trônait un Sherman Firefly restauré, son long canon pointant vers le plafond comme un doigt levé vers la mémoire. Les visiteurs s'arrêtaient souvent devant cette installation. Certains ne connaissaient pas l'histoire. D'autres, émus, lisaient les lettres exposées derrière une vitre. L'échange entre Schneider et Hallyday, témoin d'une réconciliation intellectuelle rare. Un jeune étudiant, un jour,
demanda à la guide « Pourquoi avoir mis le Firefly au centre et non le Panther ?» La guide sourit. « Parce que le Firefly ne représente pas la victoire. Il représente le moment où deux adversaires ont cessé de se croire supérieurs. » Dehors, le vent soufflait sur les champs normands. Le soleil se couchait lentement, jetant une lueur dorée sur le blindage vert du char. Le métal, chauffé par la lumière, semblait respirer encore, comme s'il se souvenait, et dans ce silence figé, on aurait presque cru entendre la voix de Schneider, chuchotant depuis un autre temps. Les guerres meurent quand les hommes commencent à se souvenir ensemble. La lumière du matin filtrait à travers les vitres épaisses du musée de Caen, illuminant la poussière suspendue dans l'air comme des particules de souvenirs. Les premiers visiteurs entraient lentement, presque avec respect, comme on franchit le seuil d'une église silencieuse. Le Firefly, toujours au centre de la salle, semblait les observer depuis un autre siècle. Son canon, long et immobile, captait les reflets du jour. Le métal avait été poli à plusieurs reprises depuis sa restauration, mais il gardait encore des traces infimes, de minuscules éraflures, des marques d'usure que les conservateurs avaient refusé d'effacer. Car ces imperfections, disait-il, étaient sa mémoire. Dans un coin, un vieil homme observait la scène. Il portait un manteau sombre, un chapeau légèrement incliné. À première vue, on aurait pu croire qu'il était un simple visiteur. Mais il s'agissait de Robert Halliday, désormais nonagénaire. Il s'appuyait sur une canne, et son pas hésitant semblait suivre un rythme intérieur, celui des moteurs de char qu'il avait entendu toute sa jeunesse. Une employée s'approcha doucement. « Monsieur Halliday, vous êtes revenu ?» Je voulais le voir une dernière fois. Il s'assit lentement, posa sa canne et resta silencieux de longues minutes. 70 ans plus tôt, il aurait ri à l'idée que ce char finirait exposé dans un musée, symbole de paix. En 1944, la paix n'était qu'un mot absent, presque suspect. Le monde n'avait alors de langage que pour la victoire ou la mort. Halliday se souvenait encore du moment précis où il avait aperçu le Panther à travers sa lunette. C'était dans un champ boueux près de Saint-Aignan. Le soleil se couchait et la lumière rase frappait la tourelle ennemie. Il avait respiré profondément, ajusté la visée, puis, appuyé sur la détente. Le canon du Firefly avait grondé. Une flamme orange, brève et violente, avait jailli. Quelques secondes plus tard, le Panther s'était figé. Il n'avait pas éprouvé de joie, seulement un vide étrange, comme si chaque victoire rapprochait un peu plus la guerre de sa propre absurdité. Dans le musée, les visiteurs s'étaient rapprochés du panneau explicatif. Une famille anglaise lisait à voix basse. Armé du canon de 10 à 7 livres, il pouvait détruire un panthère à plus d'1 kilomètre de distance. Le père expliqua à son fils. « Tu vois, c'est ce canon-là qui a changé la donne en Normandie. » L'enfant observa la tourelle et demanda innocemment. « Et le monsieur dans le char d'en face, il est mort ?» Le père resta silencieux. Halliday, à quelques mètres de là, avait entendu. Il ferma les yeux. « Oui, pensa-t-il, il est mort. Et moi, je vis avec son regard depuis 70 ans. » Les historiens modernes avaient souvent débattu de l'impact réel du Firefly. Les chiffres étaient clairs. Sur les champs de bataille de Normandie, un Firefly représentait à peine un char sur 4 dans les unités britanniques. Et pourtant, sa réputation avait dépassé sa présence. Chaque équipage allemand craignait ce canon de 10 à 7 livres. Dans les rapports du Panzerlehr Division et du Schwere Panzerabteilung 503, on retrouvait des mentions récurrentes. Pénétrant notre blindage frontal à longue distance. La peur avait changé de camp. Ce simple fait, notait Halliday dans ses carnets,
valait plus que toutes les victoires tactiques. Nous n'avons pas seulement percé leur acier, écrivait-il. Nous avons percé leur certitude. Le vieil homme leva les yeux vers le char. Les reflets du métal semblaient bouger, légèrement, comme s'il respirait. « Je n'étais qu'un gamin », murmura-t-il. Il se souvenait de l'odeur du carburant, du cuir, de la poudre brûlée, de la chaleur suffocante dans la tourelle quand le moteur tournait. Des ordres criés, des secondes qui semblaient des heures. Puis il pensa à Schneider, cet homme qu'il n'avait jamais rencontré durant la guerre, mais qu'il avait fini par connaître mieux que bien des camarades. Après la publication des lettres de Schneider, Halliday avait reçu des centaines de messages. Des anciens soldats allemands, des enfants de vétérans, des étudiants curieux, tous semblaient fascinés par cette correspondance improbable entre deux ennemis d'hier. Et Halliday leur répondait toujours, parce que nous avions regardé la même guerre, mais d'un côté différent du viseur. Un groupe d'étudiants entra dans la salle. Leur professeur, un homme à la barbe poivre et sel, expliquait l'importance de la coopération alliée dans la conception du Firefly. C'est l'exemple parfait, disait-il, d'ingéniosité née de la nécessité. Les Britanniques ont pris le châssis américain du Sherman et y ont installé leur propre canon. C'était une solution hybride, mais terriblement efficace. Il marqua une pause et ajouta « Et c'est aussi une métaphore de la guerre moderne. Les victoires ne viennent plus d'un seul génie national, mais de la collaboration, de l'adaptation. » Halliday sourit faiblement. « Oui, pensa-t-il. C'était exactement cela. Le Firefly était le fruit d'une alliance, là où le panthère symbolisait la perfection isolée. Plus tard, assis sur un banc à l'extérieur du musée, Halliday regardait les visiteurs quitter la salle. Un jeune homme s'arrêta, le reconnut et s'approcha timidement. « Excusez-moi, vous êtes bien le capitaine Halliday ?»« Je l'étais, oui. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un vieux souvenir. J'ai lu vos lettres avec Schneider. Elles m'ont bouleversé. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas de haine, seulement de compréhension. » Halliday resta silencieux un moment, puis il répondit « La haine ne dure qu'autant qu'on l'entretient. Mais la compréhension, elle, survit à tout, même à la guerre. » Le jeune homme hocha la tête, puis sortit un carnet de son sac. « Je suis étudiante en histoire militaire. Si je peux vous poser une question, pourquoi avoir continué à écrire à un ancien ennemi ?» Halliday répondit simplement « Parce que j'avais besoin qu'il me pardonne pour pouvoir me pardonner moi-même. » Les années s'écoulèrent encore. Halliday finit par quitter l'Angleterre pour s'installer en Normandie, non loin de Bayeux. Il disait que la lumière là-bas ressemblait à celle qu'il avait connue sur le front, mais sans les flammes. Il passait ses journées à marcher dans les champs redevenus verts, à écouter le vent passer sur les haies. Parfois, il s'arrêtait devant une stèle, déposait une fleur, puis reprenait sa route. Un jour, un journaliste français vint l'interviewer pour un documentaire. « Que pensez-vous de la manière dont on se souvient aujourd'hui de la guerre ?» Halliday répondit « Je pense qu'on se souvient trop des victoires et pas assez des silences. La paix, voyez-vous, c'est tout ce qu'on ne raconte jamais. » À l'hiver de 2019, il retourna une dernière fois au musée. Le Firefly était toujours là, mais quelque chose avait changé. Le Panther avait été déplacé pour restauration. Seul, le Firefly trônait au centre de la salle, baigné de lumière artificielle. Halliday posa sa main sur le blindage froid. « Tu tiens mieux que nous, vieux camarade. » Un employé s'approcha. « Vous savez, monsieur, certains visiteurs croient que ce char a une âme. » Halliday sourit. « Ce n'est pas une âme, c'est une mémoire compressée dans l'acier. » Il se pencha, murmura. « Et cette mémoire, il faut la laisser parler. » Quelques semaines plus tard, Halliday s'éteignit paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 95 ans. Son testament demandait que ses cendres soient dispersées sur les champs de falaise, là où la peur et le courage se sont croisés. Lors de la cérémonie, un petit groupe d'anciens soldats, de chercheurs et de jeunes passionnés se réunit. Parmi eux se trouvait la petite fille de Schneider, venue spécialement d'Allemagne. Elle lut un passage d'une lettre que son grand-père avait écrite après la guerre. « Nous avons appris à détruire des chars, mais pas à construire des ponts entre les hommes. Peut être qu'un jour, ceux qui liront ces lignes comprendront qu'il faut plus de courage pour tendre la main
que pour appuyer sur la gâchette. Le silence qui suivit dura longtemps, puis le vent se leva, emportant les cendres dans la lumière pâle du matin. Des années plus tard, les deux noms, Schneider et Halliday, furent gravés ensemble sur une plaque du musée. Sous leur portrait, cette inscription « Ils ont combattu dans le fer, mais ont vaincu dans la mémoire ». Les visiteurs s'arrêtaient, lisaient, puis levaient les yeux vers le Firefly. Un guide expliquait doucement. Ce char n'est pas ici pour glorifier la guerre. Il est là pour rappeler que même l'acier finit par se taire, mais que les mots, eux, survivent. Dehors, le ciel de Normandie se teintait d'un bleu-gris. Les collines se perdaient dans la brume, et le vent, en passant à travers les champs, semblait murmurer encore les noms des deux hommes, Schneider, Halliday. Deux soldats, deux regards, deux vérités réunies par un même éclair d'obus et un même besoin d'humanité. Le Firefly demeurait immobile, gardien silencieux d'une époque révolue. Mais pour ceux qui savaient écouter, il racontait encore à travers le froid du métal la plus rare des victoires, celle de la compréhension. À suivre, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.